15 août 1972, 6h47 du matin, quai numéro 7 de la gare de Moscou-Kievskaya, où l'air stagnant porte l'odeur âcre du charbon humide et des corps pressés dans l'attente du train express pour Sotchi. Les haut-parleurs crachotent une annonce déformée par la réverbération métallique, rappelant aux voyageurs de ne rien laisser sans surveillance, tandis que les valises usées s'empilent comme des barricades précaires contre l'inévitable bousculade. Alexei Ivanov, 42 ans, ouvrier d'usine aux mains calleuses, marquées par les tours de commande, ajuste la sangle de son sac à dos trop lourd, ses yeux balayant instinctivement les visages anonymes autour de lui. Un vieil homme tout sautant près du kiosque à journaux, une femme en fichu serré qui détourne le regard un peu trop vite, et au loin, deux silhouettes en manteau gris postées près des guichets, immobiles comme des statues sous le bourdonnement des néons jaunâtres. À ses côtés, Natalia, sa femme de 38 ans, institutrice aux lèvres pincées par une fatigue chronique, serre contre elle le panier contenant les provisions pour le voyage. Pain noir, concombre salé et une bouteille de kvass tiède, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle murmure à leur fils Dmitri, 16 ans, grand et maigre avec des lunettes cerclées de métal, de ne pas s'éloigner. La petite Olga, 12 ans, tire sur la jupe de sa mère, ses yeux écarquillés fixés sur le train vert olive qui exhale une vapeur épaisse, ignorant déjà que ce départ banal, ce rêve de 2 semaines au bord de la mer Noire, va fissurer le fragile édifice de leur existence ordinaire. Le sifflet strident déchire l'air, et la famille Ivanov se ferait un passage dans la marée humaine, les coudes heurtant des corps anonymes, les valises cognant contre les tibias dans un concert de grognements étouffés. Alexei porte les 2 sacs les plus lourds, sentant la sueur perler sous sa chemise kaki élimée, tandis que son esprit vagabonde déjà vers les plages de galets de Sotchi, les promenades sous les palmiers, l'illusion de liberté loin des quotas d'usines et des assemblées obligatoires. Mais au moment de monter dans le wagon numéro 12, il aperçoit dans le reflet d'une vitre sale un homme en chapeau fedora qui s'arrête net, notant quelque chose sur un carnet minuscule avant de se fondre dans la foule. Coïncidence, se dit-il, le cœur battant un peu plus fort, ou simple paranoïa héritée des histoires chuchotées à l'usine sur les oreilles du KGB partout présente. Natalia pousse Olga devant elle dans l'étroit couloir du wagon, où l'odeur de tabac froid et de corps confinés sature l'air, les lattes du plancher grinçant sous leurs pas comme un avertissement discret. Dmitri suit, son livre de poche sur la physique quantique serré contre sa poitrine, évitant les regards des autres passagers qui s'installent dans les compartiments. Une famille moldave bruyante, un couple de retraités muets, et dans le leur, un espace exigu aux banquettes capitonnées de moleskine verte, une petite table rabattable tachée de café ancien et une fenêtre donnant sur les rails rouillés. Ils s'installent enfin, le train s'ébranlant avec un soubresaut qui fait teinter les verres dans le thermos familial, et le paysage de Moscou défile déjà. Blocs d'appartements grisâtres, cheminées d'usines crachant leur haleine noire, et sporadiquement, des barbelés entourant des zones interdites ou des silhouettes en uniforme patrouillent sous un soleil naissant. Natalia déplie une nappe à carreaux, disposant les sandwichs avec des gestes méthodiques, mais ses yeux reviennent sans cesse à la porte coulissante du compartiment, entr'ouverte sur le couloir où des pas lourds résonnent à intervalles réguliers. Contrôleurs, miliciens, ou pire, agents en civil? Alexei allume une cigarette papyrossie, la flamme du briquet dansant dans la pénombre relative, tirant une bouffée profonde qui emplit ses poumons d'un tabac âpre, la fumée s'élevant en volutes paresseuses vers le plafonnier qui bourdonne faiblement comme un insecte piégé. Dmitri, assis près de la fenêtre, feuillette son livre, mais son attention dérive vers l'extérieur, où un convoi militaire longe les rails parallèles, camions bâchés, canons masqués sous des filets de camouflage, et un officier au loin qui lève des jumelles,
Un regard trop prolongé pourrait-il être noté, une curiosité innocente interprétée comme de l'espionnage? Olga, ignorant tout, colorie un cahier avec des crayons émoussés, fredonnant une chanson des pionniers, mais même sa voix enfantine semble étouffée par le ronronnement incessant des roues sur les rails. Un rythme hypnotique qui berce et angoisse à la fois. Les heures s'étirent, interminables, le train s'arrêtant dans des gares anonymes où des haut-parleurs nasillards annoncent des contrôles de sécurité sporadiques. Citoyens, veuillez présenter vos papiers. Et Alexei sent son pouls s'accélérer chaque fois qu'un milicien en casquette plate passe dans le couloir, jetant un œil indifférent mais scrutateur dans les compartiments. À Toula, ils descendent pour étirer les jambes, l'air chargé d'ozone après une averse soudaine, Natalia achetant des tournesols flétris au kiosque, tandis que Dimitri s'éloigne un peu trop vers les voies de garage, attiré par un wagon marqué « Propriété militaire », ses yeux captant malgré lui des caisses estampillées de symboles codés. Un sifflet retentit, et il rebrousse chemin précipitamment, le cœur cognant, se demandant si quelqu'un l'a vu, si une filature discrète a déjà commencé sur ce voyage censé être une parenthèse de joie. De retour dans le compartiment, la conversation tourne autour des projets. Baignade, glaces à la crème, peut-être une excursion en bateau, mais les silences s'allongent, ponctués par le tic-tac d'une montre bon marché. Et Alexei écrase sa troisième cigarette au filtre, la cendre tombant en flocons gris sur le sol poisseux, tandis que la nuit tombe, les lumières des hameaux isolés filant comme des comètes au dehors. À minuit passé, alors que le train traverse les steppes sombres du Donbass, un bruit sec à la porte. Un compartiment adjacent s'ouvre et un homme d'une cinquantaine d'années, costume froissé, valise en cuir usé, entre brièvement dans leur espace pour emprunter du feu, ses yeux froids balayant la famille comme un scanner invisible. Il remercie d'une voix rauque, sans accent particulier, mais Natalia remarque la bosse sous son aisselle gauche, holster dissimulé peut-être, et quand il repart, elle ferme la porte à glissière d'un geste nerveux, tirant le verrou avec un clic métallique qui résonne trop fort dans le silence relatif. Dimitri, feignant le sommeil sur la banquette du haut, écoute les murmures de ses parents. Ils nous observaient, chuchote Natalia, et Alexei répond d'une voix basse. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Juste un voyageur fatigué. Mais ces mots sonnent faux, et la nuit s'alourdit d'une tension palpable, le balancement du train amplifiant chaque craquement, chaque souffle étranger dans le couloir. Olga remue dans son sommeil, marmonnant sur les vagues de la mer Noire, ignorant que ce compartiment, ce train, deviendra le premier maillon d'une chaîne invisible tendue par les services du KGB, où un geste anodin, un regard, une cigarette offerte, peut enclencher les engrenages de la suspicion. Le matin suivant, 16 août, 8h14, le train entre en gare de Rostov-sur-le-Don sous un ciel plombé. Et la famille descend pour un arrêt prolongé, les jambes engourdies par la nuit confinée. L'air est épais de diesel et de fruits pourris des étals ambulants, où Natalia marchande des pommes ridées tandis qu'Alexei surveille les enfants. Dimitri s'attarde près d'un groupe d'ouvriers discutant à voix basse d'une grève réprimée à l'usine locale, captant des mots comme « saboteur » et « KGB » avant de s'éloigner, le front moite. Reprenant leur place, ils remarquent que le compartiment a été visité, une tasse déplacée, un journal plié différemment, illusion paranoïaque ou filature réelle. Le voyage se poursuit, les paysages verdoyants vers le Caucase, mais la paranoïa s'insinue. Chaque arrêt apporte son lot de contrôle, papier scruté sous lampe torche, questions anodines sur la destination. Vacances à Sotchi, citoyen? Et Alexei répond d'une voix ferme, sentant le regard perçant du milicien fouiller son âme. Natalia prie en silence, ses lèvres remuant sans son, invoquant une protection divine absente dans ce monde de fer et de surveillance. Enfin, après 22 heures
de ce calvaire roulant, le 16 août à 14h52, le train s'immobilise en gare de Sotchi, ville balnéaire aux palmiers ostentatoires, masquant les bunkers discrets de la flotte du Pacifique non loin. La famille Ivanov descend, éblouie par le soleil écrasant, l'air salin chassant les miasmes du voyage, valises à la main, ils se dirigent vers l'hôtel Un Touriste, un bloc bétonné de 7 étages face à la mer Noire, où les néons clignotent déjà malgré le jour. À la réception, une femme aux lunettes pince-nez tamponne leurs papiers d'un geste mécanique, assignant la chambre 412 au 4e étage. « Ne quittez pas la zone autorisée, camarade », prévient-elle d'une voix monocorde. Et Alexei hoche la tête, ignorant que leur enregistrement a déjà été télexé à la section locale du KGB. Routine pour tout étranger interne. Mais ici, près des bases navales, chaque vacancier est un suspect potentiel. L'ascenseur, un cercueil métallique grinçant sur ses câbles usés, les élève lentement, les chiffres des étages défilant comme un compte à rebours, et Natalia serre la main d'Olga, sentant un frisson irrationnel, malgré la chaleur moite. La chambre 92 est un cube anonyme. Lit jumeau au matelas affaissé, armoire en formica aux portes qui claquent, salle de bain carrelée de blanc jauni où l'eau goutte d'un robinet récalcitrant et une fenêtre à rideaux lourds donnant sur la promenade bondée, baigneurs en maillot de laine, vendeurs de maïs grillés, miliciens en civil flânant avec des journaux froissés. Ils défont les valises dans un silence soulagé, Alexei ouvrant une fenêtre pour laisser entrer la brise marine, chargée d'iode et de promesses, mais le téléphone noir sur la table de chevet semble les épier, son cadran muet, attendant un appel fantôme. Premier soir, dîner à la cantine de l'hôtel, bortsch tiède et pilaf fade, conversation étouffée par le brouhaha des autres tables, touristes de Kiev, officiels en costume sombre, et Dmitri remarque un homme seul, au fond, mangeant lentement, ses yeux revenant sans cesse à leur table comme un laser invisible. « Papa, on dirait qu'il nous regarde », murmure-t-il, et Alexei hausse les épaules. « Vacances, fiston, oublie ça », mais commande une autre carafe de kva pour noyer l'anxiété naissante. Les jours suivants s'écoulent en une routine idyllique empoisonnée de doutes croissants. Le 17 août, plage de galets noirs étincelants sous le soleil impitoyable, la famille s'installe sous un parasol rapiécé. Olga creuse des trous avec un seau en plastique. Natalia lit un roman de Simonov aux pages cornées. Alexei fume cigarette sur cigarette, la cendre volant vers la mer, tandis que Dmitri, équipé d'un vieil appareil photo Zénith acheté à l'usine, immortalise la scène, vague après vague, mouette criarde, et au loin, les remorqueurs tractant des barges anonymes vers la rade militaire interdite, ces falaises hérissées de radars et de tourelles camouflées. Un déclic trop curieux. L'objectif zoome involontairement sur un sous-marin émergeant à demi, sa coque grise luisante d'écume, écoutille ouverte sur des silhouettes en tenue, photo anodine pour un album familial, mais fatale dans ce contexte de paranoïa ambiante où chaque pellicule est un potentiel vecteur d'espionnage pour la CIA ou le MI6. Dmitri range l'appareil, inconscient du regard d'un sauveteur en maillot rouge qui note mentalement le geste, radio en main pour un rapport discret à la milice côtière. Le soir, retour à l'hôtel sous les lampadaires orangés, escalier de service puant l'urine et le tabac froid. L'ascenseur étant en panne pour la 3e fois. Et dans le hall, un appel téléphonique pour Alexei. Camarade Ivanov. Vérification routine. Veuillez confirmer votre lieu de travail. Voix nasillarde d'un bureau du comité local, raccrochée trop vite, laissant un silence assourdissant dans la chambre où le plafonnier bourdonne comme une menace. Natalia ne dort pas, écoutant les pas dans le couloir, les portes qui claquent à 2 heures du matin, imaginant des micros planqués dans les prises murales, des caméras derrière les miroirs. Vous vous retournez dans le lit étroit, Natalia, sentant le matelas se creuser sous votre corps tendu, chaque craquement du bâtiment amplifié en alarme, sachant que le sommeil est un luxe pour les innocents. Le 18 août,
Excursion en bateau loué au port touristique. Un vieux chalutier brinque-ballant piloté par un capitaine bourru aux cicatrices de rasoir, emmenant une poignée de familles vers les grottes marines. La mer Noire est d'huile, mais au large, des bouées jaunes marquent la limite invisible. « Au-delà! Danger! Camarades !» grogne le capitaine, et pourtant, une bourrasque pousse le bateau, les vagues se faisant plus fortes, et Dimitri, penché au bastingage, aperçoit à travers ses jumelles bon marché, empruntées à un voisin de chambre, un exercice naval. Torpilles filant sous l'eau, hélicoptères survolant des destroyers, chiffres de coques notés fiévreusement sur un bout de papier, curiosité adolescente, pas plus, mais le capitaine note l'heure, le bateau, et au retour, un zodiaque gris sans marquage croise leur trajectoire. Deux hommes en ciré observant en silence. Paranoïa s'intensifie. Dîner tendu, Alexei écrasant sa Bello Morcanal au filtre, cendres tombant sur la nappe, tandis que Natalia chuchote. On devrait partir plus tôt, mais les billets sont pour dans 10 jours, et rentrer avant l'heure éveillerait les soupçons. Nuit du 19 au 20 août, insomnie collective. Téléphone sonnant à 1h17, silence à l'autre bout avant un déclic. Olga pleurant d'un cauchemar sur des hommes en noir, Dimitri cachant son rouleau de pellicule sous le matelas, convaincu que les murs ont des oreilles. Le lendemain, plage à nouveau, mais l'atmosphère a changé. Le sauveteur de la veille absent, remplacé par un homme trapu aux épaules larges, radio, crachotant des codes, et quand Dimitri sort son appareil, un sifflet retentit. « Pas de photo ici, jeune homme, zone sensible. Amende verbale, mais regard qui promet plus. » Il rentre tôt, évitant les promenades, cloîtré dans la chambre où le ventilateur ronronne vainement contre la moiteur. Alexei, arpentant les 3 mètres carrés comme un lion en cage, cigarette après cigarette, la fumée saturant l'air en un brouillard oppressant. Dimitri développe la pellicule au labo de l'hôtel, aidé par un employé somnolent. Images innocentes en surface. Famille souriante, mais en arrière-plan, le submersible, les exercices, épais en roubles froissés, ignorant que l'employé glisse les négatifs dans une enveloppe marquée pour inspection KGB, procédure standard pour tout touriste près des installations. Le 21 août, la filature se matérialise. Dans le marché aux puces de Sotchi, Natalia marchande des concombres, tandis qu'Alexei remarque les mêmes manteaux gris que dans le train, se croisant par hasard aux étals de Khachapouris. Olga perd une chaussure, et un homme la ramasse trop vite, souriant d'un air paternel qui glace le sang. Soirée. Appel anonyme. Respiration lourde avant coupure. Et Alexei décide de faire développer le reste ailleurs. Mais paranoïa l'empêche. Détruire? Garder? Le dilemme ronge, nuit blanche rythmée par le tic-tac du réveil, le bruit lointain des vagues comme un glas. Le 22 août, excursion fatidique, promenade en forêt d'arbres centenaires derrière l'hôtel, sentiers ombragés où l'air sent la résine et la pourriture. Dimitri, en quête de champignons pour impressionner sa mère, s'écarte du chemin, trébuchant sur une pierre recouverte de mousse. Non une pierre, mais un petit cylindre métallique étanche, bouchon dévissé révélant une bobine de microfilm. Minuscule cadre portant des plans schématiques. Carte de la rade, fréquence radio, position de missile mer-sol. Le cœur battant, il le cache dans sa poche. Courant rejoindre les siens, visage blême, montre à Alexei en chuchotant « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Et le père, ingénieur frustré, reconnaît un dead drop raté, boîte aux lettres morte d'un agent double peut-être, produit d'une opération de contre-espionnage du GRU, ou pire, d'un résident CIA opérant depuis la Turquie voisine. Panique? Détruire au feu? Jeter à la mer? Signaler au comité? Mais signaler attire l'attention. Et si c'est un piège du KGB pour tester la loyauté? Ils rentrent à l'hôtel, le cylindre planqué dans une boîte de conserve de Spratz au fond de la valise.
silence lourd, regard vers les fenêtres où les rideaux bougent seuls. Nuit suivante, enfer psychologique. Alexei fume jusqu'aux doigts jaunis. Natalia pleure en silence dans la salle de bain. L'eau coulant pour masquer les sanglots, Dimitri relit ses notes sur les exercices navals. Olga sentant la tension sans la comprendre, dessinant des bateaux noirs qui l'effraient. Téléphone sonne sans fin, couloir hanté par des pas feutrés, et le 25 août, au petit déjeuner, 2 hommes en civil s'assoient à la table voisine, conversant de traîtres et américains, forçant la famille à quitter la salle. Estomac noué. Retour en train le 27 août, anticipé par peur. Compartiment différent mais même paranoïa amplifiée. Le microfilm brûle comme une braise dans la valise. Chaque arrêt, un risque de fouille. À Moscou, 29 août, 17h36, descente à la gare, miliciens partout et miracle, pas d'arrestation immédiate. Mais le piège se referme lentement. Appartement familial à Moscou, un 2 pièces étriqué dans un immeuble préfabriqué de la banlieue nord, où l'ascenseur sent l'huile rance et les murs suintent d'humidité. Il range, soulagé, mais le soir même, 21h14, coupe à la porte. 2 officiers du KGB en pardessus sombre, visage de pierre. Camarade Ivanov, une petite visite de courtoisie, fouille systématique, valises éventrées, et la boîte de Sprat trouvée, microfilm intact. Transfert immédiat au sous-sol du siège du KGB sur la place Dzerzhinsky. Pièce au mur nu éclairée d'une ampoule solitaire qui grésille. Table en métal froid. Chaise droite, dos au mur. Alexei menotté, interrogatoire interminable. D'où vient ce film, saboteur? Contact avec la CIA à Sotchi. Vos photos de la base navale. Heures qui s'étirent en éternité, cigarettes refusées, faim morale plus que physique. Natalia dans une cellule adjacente entendant les cris étouffés, Olga confiée à des voisins pour la nuit. Dimitri craque le premier, avouant la découverte innocente. Mais les enquêteurs tissent la toile. Photos compromettantes développées à Sotchi, notes sur exercice, contact avec le capitaine du bateau, en fait agent infiltré, train surveillé depuis Leningrad, chaîne d'événements anodins assemblés en complot d'espionnage au profit de l'Ouest. Jour en détention préventive, Loubianka, cellules humides, où l'eau goutte du plafond en rythme obsédant. Interrogatoire de nuit sous projecteurs aveuglants. Psyops subtil. Promesse de libération si coopération. Menace voilée sur la famille. Votre fille ira en orphelinat. Citoyen. Paranoïa intérieure. Alexei se demande si un voisin les a dénoncés pour une querelle banale. Natalia culpabilise d'avoir voulu ses vacances. Dimitri réalise que sa curiosité a condamné tous. Silence des cellules, où le temps s'étire jusqu'à la folie. Écho de typewriter au loin, tapant des procès-verbaux. Radio, diffusant des discours de Brejnev comme une moquerie. Procès secret en décembre 1972, tribunal militaire, juge aux yeux morts lisant l'acte d'accusation. Trahison envers la patrie. Article 64. Transmission de secrets d'État à des puissances hostiles. Preuve, microfilm, identifié comme provenant d'un agent soviétique compromis, mais récupéré par vous pour le livrer. Photo, note, verdict. Condamnation à mort pour Alexei et Dmitri, 25 ans de goulag pour Natalia, Olga placée en institution rééducative. Cellule de condamnés, attente du recours refusé, nuit où les murs semblent se refermer, cigarettes rationnées brûlant jusqu'au bout, filtre mâché par l'angoisse. Après, exécution au petit matin, balle dans la nuque sans fanfare, corps jeté en fosse anonyme. Natalia en train pour la Colima, wagon à bestiaux où le froid mord les os. Rêves hantés par les plages de Sotchi, devenus mirage fatal. Olga grandit en orphelinat, silence sur ses origines, mais la tâche indélébile.
Une famille ordinaire broyée par l'inévitable rouleau compresseur du régime, où un dead drop manqué sur une plage transforme des vacances en sentence de mort, l'écho des vagues se muant en glace éternelle. Vous restez là, dans le silence du cachot, entendant le verrou tourner une dernière fois, sachant que l'ordinaire est mort, remplacé par l'ombre infinie de la surveillance. Daru Verkur, acte 2. L'ombre persiste. Année 1980. Perestroïka, naissante. Vent de changement qui gratte au mur du Kremlin comme un chat affamé. Olga, 20 ans maintenant, sortie de l'orphelinat avec un diplôme de dactylo et un vide béant au creux de la poitrine. Fille de traître. Murmurée par les éducatrices. Taches tatouées dans les dossiers jaunis. Elle tape des rapports au ministère de l'Intérieur, machines à écrire crachotant des vies ordinaires, mais ces nuits sont peuplées de plages inconnues, sable chaud, vagues russes, un père riant avec une glace à la main, recherches clandestines, archives scellées, gardiens aux yeux froids, classifiées, citoyennes, oubliées. Natalia, miraculée de la Colima, squelette ambulant après 12 ans de mines et de famine, libérée en 1984 sous Gorbatchev, amnistiée avec des milliers d'erreurs judiciaires. Retour à Moscou, quartier délabré, voisin qui détourne le regard, la veuve du traître. Elle gratte la terre d'un potager urbain, radis maigre sous la neige précoce, lettres anonymes glissées sous la porte, rentrer dans l'ombre où on recommence. Rêve où Alexei murmure « Sotchi » comme un code, où Dmitri cligne de l'œil depuis une vague figée. Olga trouve la piste. Un vieux dissident, vodka aidant, parle d'un dead drop raté, d'un microfilm qui n'était pas à eux, d'un agent double liquidé par le KGB pour couvrir ses propres fuites. Votre famille, pion dans un jeu plus grand. Brejnev riait en signant les ordres. Confrontation. Mère et fille se retrouvent dans un parc gelé, fontaine pétrifiée, pigeons picorant des miettes de vérité, étreinte muette, larmes gelant sur les joues. Papa n'était pas un espion, juste curieux, et nous, coupables d'aimer la mère. Mais l'ombre ne lâche pas. Filature discrète, l'ADA noir suivant les bus, téléphone qui grésille d'avertissements codés. Perestroïka ou pas, le système mue sa peau mais garde les crocs. Olga tape une déposition anonyme pour Glasnost, encre tremblante, justice pour les oubliés de Sotchi, publication dans une samizdat froissée, diffusée main chaude en main froide. Réaction, convocation au comité, interrogateur au sourire carnassier. Votre imagination, citoyenne, rentrez chez vous. Finale, 1991. Putsch raté, statue de Lénine qui tombe comme des dominos ivres. Natalia et Olga sur la place rouge, foule hurlante, drapeau tricolore claquant au vent. Un document déclassifié flotte dans la cohue. Innocence prouvée, erreur du régime. Mais trop tard, Alexei et Dmitri pourrissent anonymes sous la taïga. Elle jette des fleurs fanées dans la Moskova gelée. Vague d'eau noire emportant l'écho de Sotchi. L'ordinaire renaît, fragile, mais la surveillance. Elle a juste changé de nom. Oligarque, caméra, algorithme. Vous marchez dans la neige fondante, entendant le verrou rouvrir enfin, mais sachant que l'ombre, elle, est éternelle. Fin. ATO 3. FAD 1. XT, quartier urbain, Moscou, jour hivernal précoce. La neige tombe en flocons timides sur un potager urbain misérable. Les voisins détournent le regard en passant, murmurant. La veuve du traître. Natalia, 50 ans, usée, manteau rapiécé, gratte la terre gelée avec une bêche rouillée. Des radis maigres percent la croûte blanche. Natalia se redresse, essuie la sueur de son front. Elle rentre chez elle. Sous la porte, une lettre anonyme glisse. Elle la ramasse, lit à voix haute, voix tremblante.
Natalia. Rentrer dans l'ombre, où on recommence. Elle froisse le papier, le jette dans le poêle. Cut 2. 1. Appartement de Natalia. Nuit. Natalia dort mal. Rêve. Sur une plage de Sotchi figée, Alex veuve, père, spectral, murmure depuis les vagues. Alex veuve, Anne, voix off, Ekcho. Sotchi. Dimitri. Fils jeune, cligne de l'œil depuis une vague pétrifiée. Natalia se réveille en sursaut, en pleurs. Cut 2. XT bistrot clandestin, Moscou, soir. Olga, 25 ans, déterminée, manteau de cuir usé, partage une bouteille de vodka avec un vieux dissident. 70 ans, barbe blanche, yeux fuyants. Il parle bas, alcool aidant. Vieux dissident. Un dead drop raté à Sotchi. Microfilm qui n'était pas à eux. Un agent double liquidé par le KGB pour couvrir Second Fuite. Votre famille. Pion dans un jeu plus grand. Brejnev riait en signant les ordres. Olga pâlit, serre le poing autour du verre. Olga. Papa. Dmitri. Vieux dissident. La mère vous a trahi. Rentrez chez vous. Oubliez. Olga sort, le vent glacial fouettant son visage. Cut 2. Ext. Parc gelé. Moscou. Jour. Fontaine pétrifiée. Pigeons picorant des miettes de pain. Ou de vérité. Natalia et Olga se retrouvent au milieu des bancs saupoudrés de givre. Étreinte muette. Larmes gelant sur les joues. Olga, papa n'était pas un espion. Juste curieux. Et nous, coupables d'aimer la mère. Natalia, étouffée. Sotchi, notre malédiction. Elle s'accroche, dos aux statues de Lénine qui veillent encore. Cut 2. XT. Rue de Moscou, jour suivant. Filature discrète. Une Lada noire suit un bus brinque-ballant où Olga monte. Téléphone public grésille. Voix codée au téléphone. La mouette vole bas. Rentrez au nid. Perestroïka ou pas, le système mue sa peau mais garde les crocs. Olga raccroche, jette un regard par-dessus son épaule. Cut 2. Inti. Appartement d'Olga. Nuit. Olga tape furieusement sur une machine à écrire antique. Encre tremblante. Page finale. Olga. À voix haute, lisant. Justice pour les oubliés de Sotchi. Samizdat froissée. Photocopie distribuée main chaude en main froide dans les files d'attente. Cut 2. Int. Siège du comité. Moscou. Jour gris. Convocation. Interrogateur. 50 ans, sourire carnassier, costume impeccable. Face à Olga. Interrogateur. Votre imagination, citoyenne. Des fantômes de vodka et de regrets. Rentrez chez vous. Olga se lève, défi dans les yeux. Il ricane. Cut 2. XT. Place Rouge. 1991. Nuit du putsch raté. Foule hurlante. Statues de Lénine tombent comme des dominos ivres. Drapeaux tricolores claquent au vent. Natalia et Olga au cœur de la cohue. Un document déclassifié flotte dans la mêlée. Innocence prouvée. Erreur du régime. Elles le ramassent, lisent en larmes. Natalia. Trop tard. Alexei, Dimitri. Sous la taïga. Elle marche vers la Moskva gelée, jette des fleurs fanées dans les vagues d'eau noire. Olga. L'ordinaire renaît. Fragile. Natalia. Mais la surveillance. Elle a changé de nom. Oligarque. Caméra. Algorithme. Elle s'éloigne dans la neige fondante. Voix off finale. Voix off. Natalia. Vous marchez, entendant le verrou rouvrir enfin. Mais sachant que l'ombre, elle, est éternelle. Fade out. Fin.